Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe. Je reçois aujourd'hui M. El Hadj Mamadou Niang. El Hadj Mamadou Niang est expert agréé par l'Ordre national des experts du Sénégal. Il est membre de l'Intercontinental Institute of Marine Surveying de Londres, diplômé de l'école de langue anglaise anglo-continentale de Bournemouth. Nous sommes avec lui, nous parlons de son travail. C'est aujourd'hui de superviser tout ce qui est bateau qui arrive au Sénégal, le débarquement, tout ce qui va avec, et ce qu'ils appellent aussi les vraquiers, chez les experts. Monsieur Niang, merci d'avoir accepté notre invitation. L'impact de la Covid-19 sur votre métier, comment vous l'avez vécu? Bonjour Alassane, je vous remercie pour cette présentation et surtout de l'invitation que vous me faites de venir ici sur le plateau de ITV, parler des activités économiques. C'est toujours un plaisir de venir devant nos concitoyens et partager un peu notre expérience par rapport au rôle que nous jouons en tant qu'acteurs économiques. Il y a très vite, aller très vite sur le fond de la question, sur le Covid-19 et sur toutes les langues jusqu'à présent, même s'il y a un petit sentiment de... On en parle de moins en moins, ouais. Mais la maladie est encore là. Elle est là. Est-ce qu'elle impacte toujours votre travail? Comment elle a impacté votre travail? Oui, donc aujourd'hui, on parle, les impacts sont donc dans le passé. Je voudrais dire ici que quand le Covid-19 s'est présenté, c'était la panique totale. Il y a les États qui ont pris tout un ensemble de mesures, notamment des couvre-feux, la fermeture des aéroports. Au niveau du maritime, si vous vous souvenez, le maritime a été le seul secteur qui a été épargné par rapport en tout cas aux interdictions de circulation. Si vous vous souvenez, avec le couvre-feu, les camions de transport de marchandises étaient les seuls donc autorisés, n'est-ce pas? Parce que le port, étant un feu continu, il fallait effectivement que ce processus de réception et de livraison de marchandises, d'approvisionnement des pays ne soit pas, n'est-ce pas, à l'arrêt. Alors comment nous avons vécu? Nous avons vécu avec des mesures quand même de restriction. Il y a eu des contraintes sanitaires, il y a eu des contrôles du moins sanitaires qui ont été faits sur les navires en rade, ce qui a alourdi un peu le processus en tout cas de traitement en tout cas des navires au niveau du port de Dakar. À cela, il s'y ajoute d'autres contraintes liées à la gestion du personnel, parce que vous savez, quand il faut circuler la nuit et qu'il n'y a pas de transport, comment est-ce que nous faisons? Donc nous, du point de vue effectivement de notre efficacité, on a été voilà, vraiment... Vous travaillez dans un secteur assez sensible, c'est un secteur d'importation. On sait que le Sénégal importe beaucoup, même s'il exporte peu. Le navire qui arrive avec, par exemple, de l'engrais, des marchandises, du phosphate, entre autres, qui entrent dans l'économie du Sénégal, vous avez du mal à avoir ces navires qui arrivent, parce que ce n'était pas une priorité dans un premier temps. Alors, il y a aujourd'hui au niveau du port de Dakar plusieurs types de moles. Vous avez 3 concessions principalement. Vous avez le terminal à conteneurs qui est géré par DP World. Vous avez le terminal roulier qui concerne les véhicules, tout ce qui est engin roulier qui est considéré à Bolloré. Et enfin, vous avez le terminal vraquier où vous avez tous les produits qui sont pondéreux non alimentaires en vrac. C'est le phosphate. Vous travaillez dans le vraquier. Je suis expert maritime qui travaille, en tout cas qui est l'un des experts qui travaille pour le terminal vraquier du port de Dakar, qui est aujourd'hui géré par le groupe Sea Invest International, le Sea Invest qui est un groupe belge qui a fait beaucoup de réalisations actuellement au niveau du port. Donc nous intervenons en tant qu'experts pour suivre les opérations de débarquement et d'embarquement des produits. Le phosphate donc, qui est exporté du Sénégal, environ plus d'1 million de tonnes par an.
Nous supervisons tout ce qui est opération de réception, n'est-ce pas, de ces produits, parce que les produits, on n'attend pas que le navire soit, n'est-ce pas, à quai pour l'amener. Il y a tout un processus de transfert tout à fait du produit en amont pour sa disponibilité et sa mise, n'est-ce pas. Nous surveillons sa mise à disposition pour l'armateur afin qu'il puisse procéder, n'est-ce pas, à son chargement ou c'est des bateaux à l'import et débarquement. Donc on a plusieurs produits que nous subissons. Si on revient en tout cas sur le Covid-19, les impacts ont été quand même très importants sur le transport maritime. La CNUSED a mené des études importantes à ce niveau. Pendant la période de crise, il y a eu le port de Yuang en Chine qui a été fermé pendant plusieurs mois. Il y a eu beaucoup de bateaux qui, en fait, en attente de leur cargaison, en attente d'autorisation de débarquement de leur cargaison, ne savaient pas à quel sein se vouer. Et la facture, en tout cas, en ce qui concerne, comment dire, les affrètements, les locations de navires ont grimpé. Parce que au-delà du navire, c'est le milieu, en tout cas l'exploitation du navire, c'est le milieu où le temps, effectivement, compte. Lorsqu'un armateur met un navire à votre disposition, c'est pour un temps donné. Vous payez pour un temps donné. Lorsque vous arrivez dans un port et que vous n'avez pas la possibilité de débarquer, vous payez ce qu'on appelle des surestaries. Et donc, lorsque effectivement il y a un dysfonctionnement sur la chaîne logistique, et voilà, c'est des situations qui mettent tout le monde en difficulté. Oui, il y avait plus de 500 000 navires qui étaient en rade à travers le monde, ce qui a impacté réellement votre travail. Et est-ce que vous avez évalué les coûts des pertes? Alors, aujourd'hui, en termes de pertes, vous savez, le transport est un secteur d'appui à la production. C'est ce que l'on dit. La CNUSED a mené des études dans lesquelles il est ressorti que pendant la période donc, de la crise, la commande s'est beaucoup plus orientée sur les denrées de première nécessité. Vous avez vu en France, en Europe, un peu partout, pendant 2 ans, on n'a pas fêté Noël, il n'y a pas eu Pâques, les gens étaient tout simplement fermés chez eux, enfermés. Quand ils sont enfermés chez eux, la commande elle est limitée à des biens alors de première nécessité. Ce qui fait que donc la commande n'a pas été diversifiée. Il y a eu en même temps une raréfaction des conteneurs. Parce qu'avec le confinement, imaginez-vous, le port quand même est l'un des secteurs qui a besoin de bras. Et le manque effectivement de personnel portière était également un facteur bloquant. Tout comme la maladie. Il y a eu quand même en Europe, vous avez vu, le taux de contamination. En Afrique, on a été un peu épargné, mais en Europe, ça a touché des proportions alors tellement inquiétantes que, voilà. Donc, la logistique nécessite effectivement une organisation et elle a été fortement perturbée par le Covid-19. Il y a eu une raréfaction même de conteneurs, un moment, ce qui a été à l'origine de l'augmentation du coût du fret. Donc, au niveau du maritime, de manière, donc, si on doit vraiment faire le calcul, il y a eu une perte. On attend les données. La CNUSED, en tout cas, a organisé une conférence auquel nous avons pu participer pour voir un peu l'impact par zone économique. Ce qui concerne l'Afrique n'est pas l'Europe, bien entendu. Et des études, en tout cas, sont en train d'être menées et on attend les conclusions. Mais à peine sorti de la Covid, même s'il est encore là, il y a eu aussi la crise ukrainienne qui a fait qu'aujourd'hui les coûts d'importation sont renchéris. Et au final, c'est nous, les consommateurs, qui payons le prix fort de l'augmentation de ces produits. Tout à fait. La crise ukrainienne, alors là, elle a un impact extrêmement grave sur le transport maritime. Au moment où l'on parle, parce que vous savez, l'Ukraine, en tout cas, il y a aujourd'hui 2 ports très importants, celui de Odessa et celui de Mariupol, qui sont aujourd'hui à la prise des troupes russes. Le port de Odessa représente environ plus de 27% du transport de conteneurs dans la zone. Aujourd'hui, des compagnies comme MSC, Maersk Line, Elliott Hapag et autres ont décidé
de limiter leur intervention au niveau du port d'Odessa et de l'Ukraine en tout cas, que sur les produits de première nécessité. Et au moment où l'on parle, quand la guerre a éclaté sur le coup, plusieurs navires qui étaient destinés effectivement au port d'Odessa et autres ont dû rebrousser chemin. Certains ont dû décharger une partie de leur cargaison au niveau de, n'est-ce pas, des pays de l'Europe du Nord ou bien au niveau de l'Amérique. Depuis le début de la guerre aussi, il y a eu 2 bombardements de navires. Et les assureurs ont augmenté leur coût de prime, les coûts de la prime d'assurance, parce qu'il y a une augmentation du risque. Aujourd'hui, où il y a eu un durcissement, en tout cas au niveau des négociations internationales, où l'Europe est en train, l'Union européenne, de donner, en tout cas, de prêter main forte à l'Ukraine, et que la Russie également ne se fait pas attendre sa réaction, vous voyez un peu ce que cela peut présager. Si il y a eu un bombardement aujourd'hui des chemins de fer qui pouvaient acheminer ces armes, en tout cas ces chars et autres, la seule alternative pourrait être la mer. Oui. Et ça, ce serait catastrophique si la bataille se faisait, la livraison des armes se faisait en mer. Ça, il y a une grande perturbation. Parce qu'il y a le président américain Joe Biden qui a demandé au Congrès américain de lui faire un crédit de pratiquement de 33 milliards de dollars pour donner 20 milliards à l'Ukraine pour l'armée de l'Ukraine. Tout à fait. Et tout ça, ça a une répercussion sur le transport maritime, sur les importations qu'on va avoir, parce que la guerre va continuer apparemment. Mais aujourd'hui, je crois que les autorités sont aujourd'hui en train de réfléchir normalement. Enfin, j'en doute pas sur la question. Et c'est une question qui est patente. Du point de vue aujourd'hui de notre souveraineté nationale, il faudrait que l'on puisse quand même sécuriser nos populations. Parce qu'au Sénégal, il y a une grande importation, il y a une très grande dépendance, en tout cas sur l'international. Quand on regarde la facture aujourd'hui des importations, on est à quelque chose comme 5 000 milliards. D'importation contre 3 000 à l'export, ce qui fait que notre balance est déficitaire. Et ça concerne bien entendu principalement les produits effectivement de grande consommation et les produits manufacturés. Et donc de ce point de vue, il faut que le Sénégal, pour se préparer à d'éventuelles conséquences négatives de cette crise ukrainienne, qui ne dit pas encore véritablement son mot, puisse effectivement recenser quelle est la commande publique et trouver des stratégies. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine, qui représente sur les 20 ports les plus importants au monde, la Chine en regorge 14. Donc la Chine est un grand pays, un grand fournisseur vers lequel on peut se tourner. En ce qui concerne les produits manufacturés et autres. En ce qui concerne le riz et autres, le Sénégal importe principalement de la Thaïlande et du Vietnam. On peut importer également de l'Amérique du Sud, le Brésil, qui est donc en distance très plus proche du Sénégal que les autres pays. Au niveau des hydrocarbures, on a le golfe de Guinée, le Nigeria. Il y a toujours eu une stratégie, en tout cas à mettre en place en ce qui concerne l'approvisionnement. Au niveau déjà en parlant revenant en tout cas sur le foyer de tension, au niveau de la mer Noire, comme je le disais tout à l'heure, il y a un grand risque que les choses s'aggravent si en tout cas la communauté internationale ne prend pas une décision en tout cas raisonnable. Si la réaction de la Russie a été de procéder en tout cas à des menaces aussi virulentes que l'initiative en tout cas d'assistance de l'Union européenne et des autres pays, il faudrait que le juste milieu soit trouvé. Il faut forcément un accord, un cessez-le-feu, sinon, comme on a vu le bombardement en parlant de transport maritime, je termine sur ça, en parlant des transports maritimes, il y a un bombardement des chemins de fer qui était destiné à l'acheminement de certaines armes. Donc on a bien peur que si les opérations se fassent en mer, qu'il y ait une perturbation. Mais est-ce que cela a un impact sur votre travail, vous, en tant que conteneur, en tant que travailleur dans le vraquier, ça impacte directement votre travail? Alors nous sommes experts maritimes agréés. Les experts maritimes,
sont en fait des prestataires qui interviennent pour le compte effectivement des importateurs, exportateurs, armateurs. Si ces gens-là ne travaillent pas, nous on ne travaille pas. C'est cela en réalité. Donc nous on est peut-être les moins impactés peut-être en termes comment dire, de volume. Si vous regardez des grandes compagnies comme Maex, Line, qui sont ici, qui emploient des centaines de personnes. Vous regardez le groupe Bolloré, c'est environ plus de... Voilà, c'est les gens, c'est les plus grands comment dire, employeurs. Donc c'est beaucoup plus de manutention. Vous savez, le port, c'est un grand ensemble économique. Vous avez les sociétés armateurs, c'est les gens qui amènent les bateaux, les armateurs. Ils ont des représentants à terre. Vous avez la manutention. Tout ça, c'est des milliers de personnes qui sont employées. Lorsque, effectivement, il y a une crise d'une grande ampleur, ces gens-là voilà, sont en difficulté, c'est l'emploi. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, le transport est un secteur d'appui à la production. Le transport est un secteur d'appui à la production. Donc, autant la production marche, les importations marchent, le transport marche. Et s'il n'y a pas d'importation, ben, il n'y a rien à transporter, personne ne travaille. Donc voilà, sur l'impact du Covid-19 comment dire... Le Sénégal exporte quelque chose, de la phosphate, de l'arachide avant, entre autres. Est-ce qu'avec la crise justement qu'on a vécue avec l'Ukraine, il y a eu des impacts sur ces exportations du Sénégal, qui ne sont pas trop nombreuses? Vous savez, la guerre de l'Ukraine vient de durer que de 2 mois. On est à 2 mois. Au Sénégal, on n'a pas véritablement encore senti les impacts. Il y a eu dernièrement une pénurie comment dire, d'essence, de gasoil, de kérosène et autres. Bon, très vite, les interrogations sont allées vers le conflit ukrainien. Mais en vérité, d'après les explications, en tout cas que l'on doit croire, qui viennent du ministère de l'Énergie, il s'agirait beaucoup plus d'un problème dû à une rupture au niveau des tuyaux, une difficulté d'approvisionnement en fait qui s'ensuit avec les camions et tout cela, et surtout la pénurie qui a été annoncée, qui crée en fait la pénurie. Vous voyez un peu. Mais donc les effets aujourd'hui sont attendus. Il ne faut quand même pas rêver, il y aura forcément un impact. Il y a un impact parce que aujourd'hui la Russie, qui est le plus grand fournisseur d'hydrocarbures, en tout cas de l'Europe, à 60%, est en train de durcir sa position. Déjà, hier, elle a pris des décisions sur la Bulgarie et la Pologne en ce qui concerne le gaz. Donc, attendons de voir la suite encore. Si de telles mesures sont prises, l'Union européenne sera déjà en difficulté. Les États-Unis déjà s'approvisionnent au niveau de leurs voisins, le Venezuela. Ils ont dû voilà, très vite trouver une solution. Alors, le Sénégal, aujourd'hui, la SAR, qui est en fait l'importateur principal, en tout cas, voilà, sur le plan national, hier, un technicien dans le domaine m'a avoué, écoutez, même si le Sénégal ne commande pas directement, il y a des transbordements, des livraisons qui peuvent être faites en mer. Voilà, il y a des solutions en tout cas qui existent, mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Il faudrait que des études, en tout cas importantes, soient menées dès à présent pour voir les effets induits de cette crise-là. Parce que le Sénégal... De l'autre côté, est-ce que le Sénégal peut aussi profiter de cette crise? Parce qu'on a vu que tout récemment, l'Italie allait en RDC, allait en Angola pour chercher du gaz. Le Sénégal, on a dit que le Sénégal, c'est un pays gazier et pétrolier. Est-ce que si le gaz sénégalais commence à être mis en vente, ça peut être aubaine pour le Sénégal? Ah oui, ça c'est absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la question des hydrocarbures, je pense que le Sénégal aujourd'hui a une grande chance. Seulement, les premiers, l'exploitation n'est pas encore arrivée, mais à partir de 2023, toutes choses ailleurs, si les choses ne changent pas, le Sénégal va sortir son premier baril. Dans ce cas-là, le Sénégal sera beaucoup plus un pays exportateur. Et on aurait la sécurité en ce qui concerne les hydrocarbures. Et donc sur cela, le Sénégal a sa carte à jouer et doit aujourd'hui mettre en œuvre tous les moyens, en tout cas nécessaires, pour tirer le meilleur profit de l'exploitation des hydrocarbures. Donc, il y a aussi d'autres impacts de l'embargo contre le Mali dans le domaine de la CEDEAO. On sait que le Mali
C'est l'un des premiers grands clients du Sénégal. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a même des Maliens qui commencent à demander à ce qu'on lève cet embargo, même si c'est dans le cadre de la CEDEAO. Mais sur le plan économique, le plan du port, là où travaillez-vous, est-ce qu'il y a un impact réel sur votre travail? Absolument, absolument. Parce qu'aujourd'hui, depuis le début de l'embargo, vous savez, l'embargo porte sur les produits de première nécessité, en tout cas ne porte pas du moins sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire qu'on laisse le riz passer, le sucre, l'engrais et les produits pharmaceutiques. Donc c'est les produits de luxe, les conteneurs. Actuellement, au niveau du port de Dakar, il y a plusieurs conteneurs destinés au Mali qui sont en attente de livraison et qui gênent véritablement les opérations des concessionnaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est DP World qui aujourd'hui se trouve obligé de stocker effectivement tous ces conteneurs. Ce n'est pas la solution en tout cas intermédiaire qui est trouvée, mais toutes choses étant égales, ces conteneurs sont bloqués au port de Dakar. Il y a également, si vous allez au niveau du Môle 1, j'en ai fait l'expérience, j'avais un bateau de colis lourds que j'ai supervisé. Au niveau du Môle, je voulais dire du poste 43 au niveau du port de Dakar, vous voyez plusieurs colis de fer qui sont posés le long du quai. Et c'est des colis qui sont destinés au Mali. L'entrepreneur de manutention que je vais citer, la SNTT, qui est le plus grand transitaire et comment dire, manutentionnaire, en tout cas pour les séparations du Mali, dit mais ça gêne considérablement nos activités. On n'a plus l'espace du quai pour travailler. Donc il y a actuellement au niveau du port, sans pour autant dire que le port ne fait rien. Nous sommes des experts, nous disons les choses telles qu'elles se présentent. Je suis sûr qu'il y a des solutions. D'ailleurs, avec les maîtres du port, la solution qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre les camions en attente sur Bel Air. Vous voyez tout un fil de camions, mais en tout cas, les logisticiens seraient beaucoup plus à l'aise si l'espace était libéré. Certainement que des solutions sont en train d'être trouvées voilà, pour remédier à ce blocage. Mais cet embargo, en tout cas, dure encore et ce n'est bénéfique pour personne. C'est un véritable frein au développement, en tout cas, de notre port, qui aujourd'hui stratégiquement se trouve en tout cas bien positionné par rapport au Mali. La réaction de la CEDEAO par rapport voilà, au processus, en tout cas comme sanction au processus de transmission du pouvoir, voilà, c'est quelque chose, mais en tout cas les impacts sont très négatifs pour le Sénégal. Et il y a beaucoup qui le dénoncent. Je pense que peut-être il serait bien que la CEDEAO revoie sa position sur cette question. Mais justement, ces genres de situations qui font que nous sommes nous, pays africains, même le Mali et nous, dépendants des importations. Et quel est le rôle que l'expertise locale doit jouer davantage dans l'économie locale et sous-régionale? Alors, sur ça, permettez-moi d'abord de saluer tous mes confrères qui ont l'opportunité de m'écouter. Aujourd'hui, je suis venu personnellement répondre à l'invitation. Je sais que l'ordre des experts aujourd'hui, en tout cas, existe depuis 1983 au Sénégal. Il y a une loi en 2019 qui est intervenue pour moderniser en tout cas notre corps. Dans le domaine maritime, nous sommes 37 experts maritimes à intervenir. Nous avons, j'ai fait mon stage jusqu'à devenir agréé, nous avons prêté serment au tribunal. J'ai trouvé des personnes, en tout cas d'une expertise locale ici de grande envergure. J'ai cité certains confrères aînés qui sont intervenus sur les affaires du Diola. Il y a eu d'autres affaires, des études économiques qui sont menées. Donc notre expertise locale, en tout cas, elle est aujourd'hui, elle est prête, elle est outillée. Et malheureusement, le constat est qu'il n'y a pas une grande implication de notre expertise locale au projet de développement économique. Nous avons beaucoup, en tout cas, à apporter au gouvernement. Nous avons notre rôle à jouer au niveau des Comment, par exemple? Comment? Dans quel domaine? Alors, les lois qui instituent l'ordre des experts disent que nous pouvons agir comme conseil pour les collectivités publiques, pour les privés. L'expert est un homme versé dans une science, dans la connaissance d'une science, et qui effectivement le met à disposition pour le bien, en tout cas pour la réussite des projets. Et aujourd'hui, les études, je donne l'exemple du maritime, il y a beaucoup d'études à faire sur les impacts
sur les impacts de l'exploitation des hydrocarbures. Il y a beaucoup à faire en ce qui concerne le contrôle des opérations. Vous me posez la question de savoir quel est l'impact du Covid-19 sur les transformations. C'est des études que les experts peuvent faire très facilement. En plus, ce que font les autorités, la chance que nous pouvons avoir de faire travailler des experts, c'est d'avoir la neutralité, d'avoir la compétence, et d'avoir la sécurité. Et vous n'êtes pas associé au projet de développement du pays? Alors, pas assez, je trouve. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui soit fait. On a certains confrères qui sont au niveau de cette institution des collectivités locales. Sans plus, nous intervenons beaucoup plus pour des privés. Aujourd'hui, avec la douane, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. La douane travaille dans le passé avec des sociétés comme la Codegna, je n'ai rien contre ces sociétés, mais le savoir-faire qu'ils ont, tout comme d'autres que je ne veux pas citer, nous l'avons aussi. Et je pense que le président, dans le domaine du oil and gas, a pris la loi sur le local content, une loi en tout cas qui est accueillie avec beaucoup en tout cas de satisfaction. Et qui se trouve concrètement sa réalisation. Je vois certaines sociétés aujourd'hui dans le oil and gas qui travaillent pour les plateformes, qui livrent des tubes. Je suis intervenu moi-même personnellement dernièrement pour une société, j'ai cité la Centra, qui est aujourd'hui un grand acteur dans le domaine du oil and gas. Et c'est grâce à ces lois-là que des privés peuvent aujourd'hui, en tout cas, jouer leur rôle pleinement. Et l'expertise locale qui s'en suit, nous pouvons également apporter. Est-ce que justement, dans cette culture locale concernant le pétrole et le gaz, il faut qu'il y ait des Sénégalais et des bateaux tankers qui commencent aussi à exporter le pétrole, qui jouent dans ce maillon-là, c'est ça? La loi sur le local content en fait, favorise le recours à l'expertise locale pour les opérations, en tout cas de fourniture de services. Vous voyez, comme nous, experts maritimes, nous avons des services à proposer. En ce qui concerne, par exemple, les calculs des quantités des produits exportés. Je ne sais pas sous quelles conditions, sous quelle forme l'exploitation, en tout cas, des hydrocarbures va se faire en mer, mais il faudrait que quelqu'un compte tout cela. Oui, parce que beaucoup estiment qu'aujourd'hui, quand on arrive sur le port ou bien en puisant le pétrole ou bien le gaz, on doit savoir exactement combien de litres de pétrole, quelles sont les quantités nécessaires, sinon les grandes compagnies peuvent gruger les États. Mais l'exploitant aujourd'hui, c'est une société privée qui est là pour défendre ses intérêts. Je suis intervenu en Guinée avec la coopération allemande pour une mission. Notre mission consistait à former les agents du ministère des Mines et de la Géologie pour calculer la bauxite qui est exportée. J'ai été coopté par un cabinet allemand qui s'appelle Infrastructure, donc c'est un projet financé par la coopération allemande. On est allé en Guinée. Figurez-vous, depuis 1973, la Guinée n'avait aucune technique pour déterminer les quantités, n'est-ce pas, de bauxite exportées. C'est la coopération allemande qui a financé cela. Nous sommes allés former les agents du ministère des Mines, une vingtaine. Nous sommes allés en mer pour qu'ils puissent déterminer les calculs, qu'ils puissent déterminer en tout cas les moyens, au moins d'avoir les éléments quantitatifs sur les exportations. Avant, la douane se fiait sur les déclarations des compagnies minières. Sur le pétrole, il y a un pays où la France exploitait, je ne sais plus lequel, où après on a su qu'il y avait beaucoup en tout cas de malversations. Je sais que le Sénégal, en tout cas, est un pays vraiment, je le sais, je le crois, qui prendra toutes les dispositions, déjà avec des lois qui ont été prises sur le local content, sur les générations futures, tout ça, avec déjà des annonces qui sont faites comme une augmentation du budget à hauteur de 700 milliards. Je crois que ce n'est pas fait sur ex nihilo, c'est sur la base d'études sérieuses. Et donc je sais qu'aujourd'hui, le président, normalement, accorde une grande importance à ce sujet-là. Elhadji Mamadou Niang, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes expert maritime agréé par l'Ordre national des experts du Sénégal, membre de l'International Institute of Marine Surveying de Londres. Nous parlions avec vous de l'impact de la Covid et de la crise ukrainienne sur le Sénégal. Vous travaillez dans le vraquier et surtout les conséquences que ça a sur la chaîne de production au Sénégal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Thank you.